Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous sommes le 22 novembre, Pascal, et il y a 60 ans, Kennedy se faisait assassiner, le président américain. Des livres, des films, des chansons, des milliers d'articles, présentateur du journal télévisé, présentateur toujours d'ailleurs d'une émission que vous pouvez écouter sur C8 chaque samedi à 13h30, directeur de station de radio. Peu de gens ont le CV de Philippe Labro. Rebonjour cher Philippe. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour parler de John Kennedy, dont vous avez d'ailleurs un avis très précis sur les conditions, en tout cas sur celui qui a tué John Kennedy. Mais je voulais vous faire écouter, nous sommes le 22 novembre 1963, le président américain John Kennedy est assassiné à Dallas et un jeune reporter est sur l'antenne d'Europe 1 et il raconte ce qu'il a vu. Je pense que nous allons avoir de nouveaux éclaircissements sur ce qui se passe aux États-Unis. En effet, une nouvelle liaison avec New York. Cette fois-ci, c'est une liaison avec un de nos confrères, un journaliste de France Soir, Philippe Labro, qui nous appelle maintenant de New York. Je me trouve en ce moment même à Hartford, dans le Connecticut, qui est une ville de 140 000 habitants, ce qui pour les États-Unis est une assez petite ville. C'est une ville de la Nouvelle-Angleterre qui est, comme vous le savez peut-être, le berceau de John F. Kennedy. C'est là que Kennedy était né, c'est ici qu'il avait fait ses études, c'est ici qu'il avait passé une grande partie de sa jeunesse. J'ai appris, comme tous les Américains, par la radio, l'annonce de l'assassinat du président. J'étais à ce moment-là sur la pelouse d'une grande université américaine en train de bavarder avec des étudiants. L'un d'eux est arrivé, il tenait un transistor à la main, il pleurait, il sanglotait, il m'a dit « Vous avez entendu, il est mort ». Je ne savais pas de quoi il parlait, mais j'ai vite compris. Au même moment, des employés de l'université se sont mis à courir sur le campus, sur la pelouse, pour descendre tous les drapeaux qui sont déployés tout autour de l'université. Soudain donc, tout s'est arrêté. Ces étudiants qui sont tous des gosses, tous ces gosses, car je ne peux pas les appeler autrement, pleuraient. Certains se sont agenouillés dans l'herbe et se sont mis à prier. Des petites filles qui rentraient de l'école hurlaient. Elles avaient compris plus ou moins qu'il se passait quelque chose de tragique et elles couraient très vite pour aller rejoindre leurs parents qui leur expliqueraient peut-être s'ils arrivaient à expliquer. J'ai quitté l'université, je suis remonté en voiture pour rentrer dans Hartford, cette petite ville d'où je vous parle en ce moment. Et sur l'autoroute, j'ai traversé plusieurs petites villes américaines. Les drugstores fermaient, les jukebox dans les boîtes à musique, dans les garages, dans les cafés, dans les grands magasins s'étaient arrêtés soudainement. Partout on baissait les drapeaux. Dans les voitures, dans la rue, les gens arrêtés, les visages penchés sur leur radio, écoutaient les voix qui d'habitude sont toujours solennelles et un peu grandiloquentes des speakers américains et qui cette fois avaient perdu leur assurance. Tout s'est arrêté donc, tous les bureaux, tous les magasins ont fermé unanimement. Quelle émotion! À 60 ans de distance, sur la même antenne, Philippe Labro qui va juger peut-être le jeune journaliste que vous étiez. Il y a tout dans ces 2 minutes et il y a notamment l'intensité dramatique et tous les éléments d'information que vous donnez. Oui, j'ai oublié d'en donner une que j'ai donnée dans mon livre, puisque j'ai écrit un livre entier là-dessus qui s'appelle « On a tiré sur le président », que vous trouverez d'ailleurs dans le Quarto, mon cher Pascal. J'ai oublié de dire, c'est une image très forte. Vous savez, ces gros camions américains, les trucks, comme on dit, énormes, qui traversent les États-Unis. Et il y en avait un qui était arrêté le long de l'autoroute, et le driver, le conducteur, était sorti, s'était appuyé sur le capot, et il pleurait. Gros, costaud, comme ils sont tous là-bas. Et cet homme, ce camionneur qui pleure, pour moi, c'était le symbole de ce qui se passait. Bon, ben évidemment, ensuite, je suis arrivé à New York, j'ai pris le premier avion du matin, samedi. Je suis arrivé à Dallas le samedi matin, donc le lendemain matin de l'assassinat. Et là, je suis monté dans un taxi pour aller tout de suite au commissariat de police, le Police Headquarters de Dallas. Et le taxi driver, avec des roues flaquettes et des bottes à talons biseautés, comme ils avaient tous là-bas. Hein, j'étais en plein Texas, hein, comme Kennedy avait dit la veille à sa femme, on est chez les fous. Et je dis à ce taxi driver, dites donc quand même quelle tragédie. Et il me répond avec son accent, It was about time. Ce qui veut dire, il était grand temps. Voilà, un peu l'atmosphère. Et je suis arrivé dans un petit commissariat de police, en proie et en prise avec l'histoire, avec un H majuscule, et avec un bordel, il n'y a pas d'autre terme, extraordinaire, une confusion inimaginable. 300 journalistes,
Il y avait 2 Français seulement, moi, François Peloux de l'AFP, qui était lui le correspondant français à Washington, donc lui il était même déjà la veille à Dallas, et moi-même. Et puis tout le reste, c'était les télévisions américaines qui allongeaient leurs câbles. À l'époque, c'était gros câbles, tout ça, c'est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Tous en rang le long du rez-de-chaussée pour voir débarquer du premier étage où il était enfermé dans sa cellule, Lee Harvey Oswald, 24 ans, mon âge, et qui arrivait encadré par 2 flics avec leur chapeau et avec le shérif Will Fritz au nez rougi par le bourbon et qui s'installait dans un petit bureau, on voyait à travers les vitres, pour interroger Oswald sans dactylo, sans magnétophone, sans prise de notes. On va marquer une pause, il est 12h10, Philippe Labro est avec nous. Qui a tué John Kennedy? Philippe Labro nous donnera son sentiment. Pascal Pro et Boost de 11h à 13h sur Europe 1 et vous pouvez réagir en composant son numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, 11h, 13h, c'est Pascal Pro et vous. Nous avons en invité aujourd'hui Pascal, Philippe Labro pour la sortie de son livre Écrit américain, œuvre choisie aux collections Quarto Gallimard. Philippe Labro, c'était le 22 novembre 1963. Vous êtes sans doute un des meilleurs spécialistes de John Kennedy, sinon le meilleur spécialiste en tout cas de l'assassinat. Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis le 22 novembre 1963? Pourquoi vous êtes là-bas? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Comme quelque temps auparavant, à l'âge de 18 ans, j'avais fait mes études aux États-Unis. Quand je suis rentré en France, j'étais bilingue. Je connaissais la culture américaine, je connaissais l'Amérique. J'ai fait mes débuts dans le journalisme. Je suis engagé à France 3 comme reporter, comme grand reporter. Et Pierre Lazareff, le petit génie de l'époque, avait une émission de télévision extraordinaire qui s'appelait 5 colonnes à la une. 5 colonnes, il décide de faire des sujets, comme on dit, des documents. Eh bien, un jour, quelqu'un dit « Ah, ça serait bien qu'on montre comment vit un campus américain. » Ah ben, Lazareff dit, évidemment, vous envoyez Labro. Il sait, puis il l'a vécu. Donc il n'y a pas de hasard, Pascal. Tout est lié. Et donc vous êtes sur place, donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous prenez le premier avion de New York pour aller à Dallas, et là, vous allez suivre en direct la tragédie du monde, puisque celui qui a tué John Kennedy, Lee Harvey Oswald, va lui-même être tué par quelqu'un que vous allez rencontrer. Jack Ruby. Que vous avez rencontré. Bien sûr. Avec qui vous avez parlé. Mais évidemment. C'est ça qui est sidérant dans cette aventure. Je l'ai rencontré dans le commissariat de police. Ce qu'il faut savoir, cette chose, c'est que à l'époque, ce commissariat de police, c'était un tout petit immeuble. Il y avait la terre entière. Il y avait tous les journalistes américains locaux et évidemment nationaux, et puis des étrangers qui commençaient à arriver. Ça défilait, commençait à arriver. C'était extraordinaire. Et au milieu de tout ça, moi j'étais là, je regardais, j'écoutais, et je vois, il était, je sais pas, c'était le samedi après-midi, un homme qui ressemblait absolument pas au journaliste. Un petit bonhomme avec un petit chapeau un peu mafieux, les cheveux gominés, une grosse bague à la main gauche. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, moi je vais vers lui, forcément, ma curiosité habituelle. Et il me dit, je vous ai entendu parler, vous êtes français? Je dis oui. Il me dit, ah, les Français, folie bergère. Pour lui, la France était folie bergère. Voilà. Donc je rigole, il me donne sa carte de visite pour sa boîte de nuit, son striptease joint, comme on dit, mais qui était fermé, bien sûr, il avait tout fermé. Et il me dit, venez nous voir quand vous voulez. Et puis il s'en va, c'est tout. J'ai parlé avec lui l'équivalent de quelques minutes. Mais j'ai écrit un article là-dessus, qui est paru dans France Soir. 2 mois plus tard, je suis à Paris. Je reçois un coup de fil de l'ambassade des États-Unis qui me dit « Monsieur Labro, il y a 2 agents du FBI qui sont venus de Washington pour vous interroger. » Pourquoi? Parce que la commission Warren, dont tout le monde a dit qu'elle n'avait pas fait son boulot, tu parles, elle était tellement méticuleuse qu'elle avait envoyé 2 agents du FBI pour interroger un garçon qui avait écrit l'équivalent de 2 paragraphes sur un homme avec qui il avait bavardé pendant 3 minutes et qui ne m'avait rien dit qui puisse correspondre à quoi que ce soit d'important pour la commission Warren. C'est pour vous dire à quel point, quand même, les gens se trompent quand ils disent qu'elle n'a pas travaillé à la commission. Elle a travaillé. Ceux qui nous écoutent connaissent peut-être mal la commission Warren, qui est la commission qui va donc travailler sur l'assassinat de John Kennedy. Et on rappelle que Ruby, c'est l'homme aussi qui va tuer Oswald. Le lendemain, dimanche, ouais.
Et sûr. le lendemain, donc on est le 23 novembre, et effectivement, à partir de là, toutes les conspirations sont possibles, chacun ira interpréter également ce meurtre-là, comme si on avait voulu faire taire Oswald, parce que qu'est-ce qu'on dit sur l'assassinat de Kennedy? On dit parfois c'est la mafia, on dit parfois c'est Johnson, on dit parfois c'est Oswald tout seul, on dit parfois c'est Castro, on dit tout, en fait. Et vous avez un sentiment, plus qu'un sentiment d'ailleurs, que vous pouvez étayer. Ce que j'appelle une intuition raisonnée. Mon intuition, d'abord, c'est que je l'ai vu Oswald, moi. Hein. Je l'ai vu passer, je l'ai entendu parler, j'ai vu cette espèce de sourire narquois au coin de la lèvre gauche, qui indiquait, selon moi, l'idée qu'il savait qu'il était à ce moment-là l'homme le plus important du monde. Et il en jouissait. Je l'ai entendu dire, non, on m'a rien demandé, on n'a même pas demandé si j'étais sur le président, ce qui est évidemment un mensonge, donc je l'ai entendu mentir. Et par ailleurs... comment vous l'entendez? Mais parce que je suis... C'est ça qui est comme incroyable. Face à vous. Dans ce commissariat, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. On est tous là en randonnion, en attendant qu'il descende dans sa cellule du premier étage, accompagné du shérif. Et puis on le remonte, une fois qu'il a été un petit peu interrogé. Et puis ça dure comme ça toute la journée. Et donc on est tous là, après on prend des notes, on échange des tuyaux. Moi je parle à un ou deux flics, l'un d'entre eux me dit « Vous voulez le voir ?» Je dis « Oui ». Et je lui sors un billet de $10 que je lui mets dans sa poche. Et on prend un autre ascenseur, qui n'était pas l'ascenseur habituel, de l'autre côté, le couloir à gauche. Non mais c'est ça, le journalisme, mon cher Pascal. C'était ça. C'était ça. Parce que C'est je le pense terrain. que j'en C'est le suis terrain. convenu que ce serait quand même plus compliqué. On monte un étage, et là, je vois, il ne m'a pas approché de lui, mais je vois, comme je vous vois, à peu près à la même distance, dans sa cellule, Oswald qui était en train de parler à son frère, qui lui expliquait qu'il n'avait rien fait de mal, et qu'il était complètement innocent. Donc je suis évidemment convaincu qu'il mentait comme il respirait. Pour moi, il n'y a pas de complot, il y a un seul homme, Lee Harvey Oswald. Les éléments sont là, toutes les preuves sont là. Les empreintes sur le fusil qu'il a acheté lui-même, fusil avec lequel 6 mois auparavant il tire sur un général d'extrême droite, général Walker. Le FBI fait une enquête sur lui et puis le laisse tomber. Le FBI ne s'occupe pas de lui, ne se rend pas compte qu'ils ont affaire à un ostrogoth, comme on dit. Hein. Il est 12h19, on marque une nouvelle pause. Philippe Labro est sur Europe 1 aujourd'hui pour parler de John Kennedy, pour parler également de écrits américains, œuvres choisies. C'est un quarto Gallimard, c'est une collection qui rassemble les grands textes d'un auteur Gallimard. Aujourd'hui, c'est donc Philippe Labro. Il y a des très belles photos personnelles. Je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs qui avez donné ces photos, sans doute d'ailleurs ces collections privées. Et puis on peut voir beaucoup de choses de vous. Le cinéaste, l'autre jour, est repassé L'Héritier, il y a 15 jours. Alors, je n'appelle plus Philippe Labro lorsque repasse L'Héritier, parce que à chaque fois, je suis pris par le rythme, par le casting, par l'histoire, par les dialogues, par ce film qui est de 1972 ou 73, Ouais, c'est ça, qui a 50 ans, et c'est une banalité que de le dire, et Philippe qui est très exigeant sur les formules journalistiques, il n'a pas pris une ride, il ne validerait pas cela, Philippe Labro. Il dirait non, ça c'est un poncif, il n'a pas pris une ride. Un cliché. Et bien pourtant ce film avec Jean-Paul Belmondo et Charles Denner n'a pas pris une ride, et à chaque fois qu'il passe à la télévision, d'ailleurs sur Paris Première souvent, ou sur C8. Il n'a pas pris une ride, mais on ne pourrait pas le faire aujourd'hui, parce qu'il est quand même empreint d'une immense misogynie. Hein. 12h21, à tout de suite. Et posez vos questions à Philippe Labro, 01 80 20 39 21, Pascal Pro. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1. Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21, comme Jacques que nous avons en ligne, Pascal. Exactement, et Philippe Labro est avec nous. Et Jacques, bonjour Jacques. Bonjour Pascal, et je suis vraiment très honoré de parler à Philippe Labro. J'en suis très ému parce que je considère ce monsieur comme un des plus grands journalistes de sa génération, un écrivain hors pair. Et moi, je l'ai toujours suivi depuis pas mal d'années, parce que j'ai un certain âge, 69 ans. Et franchement, vous êtes quelqu'un de formidable, Philippe. Vous êtes trop gentil, monsieur. Vous êtes trop bienveillant. Merci infiniment. Et puis, par contre, c'est la galère pour trouver votre livre sur Kennedy. Hein. J'ai essayé et je n'arrive pas à le trouver. Non. On a tiré, On a tiré sur le président, c'est sorti en folio. C'est en folio, qui est le livre de poche chez Gallimard. Vous le trouvez dans n'importe quelle librairie.
D'accord. Bon, ben, merci de l'info. Alors, on a tiré sur le président, qui est un livre et qui est sorti il y a combien de temps en première version? Moins de 10 ans? Oh non, au moins 10 ans, oui. Au moins 10 ans. Ah. Ouais. J'avais l'impression que c'était plus récent que ça. Mais de toute façon, on a tiré sur le président. Je ne sais pas si de temps en temps vous achetez, je ne devrais peut-être pas le dire pour les libraires, Jacques, si vous achetez sur Internet, mais vous le commandez, vous l'avez demain matin. Ouais, soit dans la collection dite blanche, c'était chez Gallimard, soit en folio, vous pouvez l'acheter. Il y a les mêmes photos que dans la blanche, parce que ce livre a en plus un certain nombre de photos que j'ai commentées, illustrées, de toute l'affaire Kennedy, de la vie même de cet homme. Et c'est un livre qui est d'ailleurs cité et reproduit d'ailleurs dans le quarto dont vous parliez, Pascal. Exactement, il y a Un Américain peu tranquille, il y a L'étudiant étranger, il y a Un été dans l'Ouest, il y a Rendez-vous au Colorado, on a tiré sur le président, et puis il y a tous les articles, tous les portraits que vous avez écrits pour toutes les publications auxquelles vous avez collaboré, politique, littérature, société, culture, parce que vous êtes... Je ne vais pas dire du bien de vous pendant une heure, mais c'est vrai que votre profil journalistique est assez rare puisque vous vous intéressez à tout. Paul Valéry disait « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». C'est vrai, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, Philippe Labro? Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel vous n'avez pas écrit depuis que vous faites ce métier? Je suis très mauvais en matière de sciences et de mathématiques et de finances. Il faut savoir ça. Je n'ai jamais véritablement écrit là-dessus, d'ailleurs. Non, je suis plutôt un généraliste culture, toute culture, politique aussi, bien sûr, politique américaine en particulier. Mais il y a des domaines dans lesquels je suis nul, hein. Faut pas croire. Mais il faut chercher. Bon, merci pour tous vos compliments. Jacques, est-ce que vous avez une question peut-être pour Philippe Labro ou même un sentiment sur l'affaire Kennedy, la thèse que disait Philippe Labro? Il pense que c'est un homme seul. Est-ce que vous partagez cette... Vous savez, Pascal, Philippe, moi, quand Kennedy est mort, j'avais 6 ans. Et j'en ai 69. Donc c'est une affaire, moi, qui m'a passionné. Déjà à l'époque, mon père disait toujours « il ne faut pas croire ce que disent les autres, c'est trop simpliste ». Et puis moi, pendant ces 60 ans, j'ai lu beaucoup sur Kennedy, j'ai écouté un petit peu, j'ai regardé des émissions, et je suis... Alors c'est marrant, je suis un petit peu de l'avis de Philippe. Pour moi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de coups tordus du FBI, de la CIA... du crime. Pour moi, c'est tout bêtement un mec qui a buté le président pour lui, en disant voilà, j'ai fait ça dans ma vie. Oui. Il n'avait peut-être pas fait grand-chose. Non, et, exactement, il n'avait rien fait. Moi, je suis convaincu que c'est une histoire banale d'un mec, d'un illuminé. Alors à l'époque, vous savez, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. L'information était quand même triée sur le volet un petit peu. Hein. Donc, ça arriverait maintenant, ça serait autre chose. Mais pour moi, c'est vrai qu'au fil des années, j'en ai beaucoup lu, j'ai lu pas mal d'écrits, j'ai regardé pas mal. Et moi, j'en suis revenu un petit peu comme vous, Philippe, en disant, finalement, ce mec, il a buté le président pour lui, en disant, j'ai fait ça, dans ma vie, j'ai fait ça. Oui, mais je vous remercie et je vous interroge. Plutôt, je vous confirme. Tous les éléments sont là, les preuves sont là, les empreintes sur le fusil qu'il a acheté. Qu'est-ce qu'il fait aux autres? Il sort de l'immeuble en courant, hein, et il va chez lui. Qu'est-ce qu'il fait chez lui? Il prend un revolver, il le met dans sa ceinture. OK. Et puis après, il part encore en courant. Et il court vers quoi? Vers la station d'autobus qui l'emmènerait au Mexique parce qu'il veut fuir. OK. Sur la route, il y a un policier qui s'appelle J.D. Tippit qui a reçu l'appel à toutes les voitures, calling all cars, la fameuse expression dans les films américains des années 40. Et ce policier a reçu déjà le signalement du suspect. Bon, il sort de sa voiture, il va vers Oswald pour vérifier son identité. Que fait Oswald, l'innocent, hein, qui n'est pas du tout innocent? Il sort son pistolet, il lui file 4 balles dans le coffre. Et il le tue. Il y a 12 témoins. Alors que les complétistes ne viennent pas me dire qu'il n'a pas tué un flic. Pourquoi il tue Tippit s'il est innocent? Il est 12h29, on va marquer une pause. Est-ce qu'on a le temps, peut-être avant la pause, d'écouter une archive d'Europe 1 qui date de 1963? C'est un reportage de Jean-Pierre Chapelle. Lee Harvey Oswald pouvait-il être le seul tireur? On peut l'écouter avant la pause ou après la pause, sinon on va être en retard. On l'écoute après la pause, à tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.
Europe 1. Pascal Pro et vous. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Pascal Pro et vous de 11h à 13h. Et la page Facebook aussi existe, Pascal Pro Mais et bien vous. sûr, mais Philippe Labro était très surpris lorsqu'il a vu Napoléon Oui, c'est ça. dans ce bureau, dans ce studio. Oui, j'ai gardé le costume pour ceux qui parce n'étaient pas là que, tout à l'heure. Philippe appartient à une époque où il y avait un peu plus de rigueur. Eh oui, non, mais je peut-être, comprends. dans Désolé, le monde. monsieur Labro. Hein, oui, Ah, désolé. donc, Oui. vous dites, c'est bien, vous marquez des points. Vous dites monsieur Labro. Ah Donc, bah oui, donc déjà, c'est normal. bon, Oui, bah, voilà. tout à l'heure, je me suis trompé. Donc, bon. Bon, donc, je le dis pour Philippe qui ne nous écoute peut-être pas tous les matins. Oui. Vous occupez de la page Facebook, donc interactivité, et vous êtes monsieur Boubouk. Voilà, monsieur Boubouk, c'est ça. Je lis les messages que l'on reçoit sur les réseaux sociaux. Monsieur Labro a l'air très inquiet. Ben, il se dit qu'il n'a jamais vu ça en même temps. Il s'interroge, il dit voilà, j'ai jamais vu quelqu'un dans une. Voilà, il dit le monde a bien changé. Voilà Oh, ce qu'il dit. ça. Non, Mais je comme voudrais il est savoir, vous délicat. êtes vraiment habillé en Napoléon tous les jours à l'antenne? Non, mais je suis Vous changez de régulièrement costume. costumé. Régulièrement, Oui, oui. Je c'est suis venu ça. en soupe aux choux, par exemple, Ah, en bah, dents. très Vous êtes filmé, j'imagine. Hein. Ah, mais nous sommes filmés, Philippe. Heureusement. Nous sommes filmés, heureusement. Maintenant que vous avez la télé, la radio est moderne. Bon, les pages Facebook. Ah non, je suis en train d'écrire le point. J'arrive tout de suite. Hein. Oui, J'ai écrit 2-3 messages. Je suis en train de les écrire. Je suis dessus. C'est en cours Ah de oui. chargement. Ah oui, donc en plus, vous êtes venu simplement pour nous dire bonjour. Oui, c'est ça, exactement. Oui. D'accord. Donc écoutons Jean-Pierre Chapelle. On est le 26 novembre 1963 Ouais. sur l'antenne d'Europe 1 et on s'interroge si Lee Harvey Oswald était le seul tireur. Nous sommes donc dans un de tir avec un chronomètre. À côté de nous, un instructeur de tir qui a une carabine 22 Magnum à lunettes, c'est-à-dire une carabine dont le fonctionnement est exactement le même que celui du fusil qui aurait été utilisé par Lee Oswald. Devant nous, l'instructeur de tir va tirer 3 cartouches. Nous allons déclencher le chronomètre au moment de la première cartouche et nous allons arrêter le chronomètre au moment du dernier coup de feu. C'est-à-dire qu'il y aura 3 cartouches de tirées et que par 2 fois, l'instructeur de tir devra ouvrir sa culasse, éjecter la cartouche utilisée, remettre une balle neuve et tirer. Nous allons donc chronométrer. Quand vous voudrez. Les 3 coups ont été tirés en 4 secondes et 4 dixièmes. Bon, c'était une façon évidemment d'intéresser l'auditeur d'Europe 1 de l'époque, mais ça nous permet de rebondir et après on en aura terminé sur la balle magique et le film d'Oliver Stone, JFK. Le film d'Oliver Stone est un très bon film de cinéma et c'est pas un documentaire. Il a inventé un certain nombre de séquences et de personnages. Malheureusement, le cinéma est tellement puissant que les gens ont pris ça pour la vérité. Le film de Stone, ça n'est pas la vérité. C'est son interprétation. Et il donne à certains personnages des séquences, des déclarations, des intentions qui ne sont pas dans la réalité. Il a même inventé certaines séquences. Il retraduit une balade entre un agent secret de la CIA et le procureur Garrison, interprété par Kevin Costner. Bon, il n'était pas là. Et il n'était pas là, cet homme de la CIA. C'est pas vrai. Et Costner, c'est un acteur. C'est pas Jim Garrison. Moi, j'ai rencontré Jim Garrison, le vrai Garrison, à la Nouvelle-Orléans. Il n'était pas aussi reluisant que Costner. Hein. Il était pratiquement entre les mains de Carlos Marcello, qui est le grand patron de la mafia du sud des États-Unis. Alors, arrêtons avec Stone. Il est très fort. C'est un cinéaste. C'est pas un journaliste. Est-ce que tous les documents aujourd'hui sont sur la table? Est-ce qu'on sait tout de l'affaire Kennedy ou est-ce qu'il reste des zones d'ombre? On ne saura jamais tout, selon moi. Il restera peut-être quelques éléments, mais qui sont, à mon avis, ceux que la FBI et la CIA dissimulent pour ne pas avouer leurs erreurs. Ils ont commis des tas de conneries autour d'Oswald et autour de toute cette affaire. Ils ne veulent pas révéler leurs sources. Et par conséquent, ces archives-là sont plutôt faites pour protéger les institutions du renseignement américain que pour nous donner une vérité sur la mort de Kennedy. Alors, ça, personne n'écrit ça, hein, ça non. Mais c'est une vérité. Est-ce que l'Amérique des années 60 aurait été différente si John Kennedy avait vécu? Et notamment la guerre non, mais du radicalement Vietnam. différent. Est-ce qu'il aurait arrêté la guerre du Vietnam? Alors, vous savez très bien qu'on ne peut pas faire du chrony, on ne sait pas. Mais de toute façon, il aurait été réélu et son deuxième mandat aurait été éblouissant. Déjà, il était en train de devenir un bon président.
Au début, il s'était souvent planté. Khrouchtchev l'avait humilié à Berlin. Et il avait été complètement trompé par la CIA, justement, pour la baie des cochons. Donc, sa première année, c'est des catastrophes. Petit à petit, il apprend, il comprend, car c'est un homme très intelligent, très cultivé. Alors ça, c'est la face lumineuse de Kennedy, parce qu'il y a la face obscure. On sait aussi sa vie dissolue, sa sexualité invraisemblable et sa fréquentation étrange de putain de la mafia. Bon, il y a tout ça. Kennedy, c'est un personnage de roman et de cinéma, mais c'est la vérité. Il a existé. Est-ce qu'il aurait été, s'il avait été réélu, est-ce que l'Amérique aurait changé? Possible, mon cher Pascal, parce que est-ce qu'il aurait cédé, comme l'a fait Johnson, au pouvoir militaire qui voulait envoyer de plus en plus de troupes là-bas, au Vietnam? Parce que le grand tournant, c'est le Vietnam. Quand Kennedy est au pouvoir, il y a à peu près 20 à 40 000 soldats américains à Saigon. Johnson, un an plus tard, il y en a 500 000. Donc, je ne sais pas. On ne peut pas savoir ce qui se serait passé. Mais de toutes les façons, ça aurait changé la face de l'Amérique. Et lorsque Kennedy est venu à Paris avec Jackie Kennedy, vous étiez peut-être présent à Paris et je crois que John Kennedy avait eu ce mot en disant « Je suis l'homme qui accompagne Jackie Kennedy ». Oui, ce qui prouve qu'il a beaucoup d'humour, qu'il a le sens de la formule, qu'il sait communiquer, qu'il sait se servir de Jackie, qui elle-même est aussi une star, parce que c'est Hollywood à la Maison-Blanche. Vous avez 2 stars, complètement, et qui sont en particulier lui et son entourage, des génies de la communication. C'est eux qui ont inventé la communication politique. Robert Kennedy mourra également assassiné. Ted Kennedy ne sera jamais un président. John Kennedy mourra dans un avion, petit avion qui pilotait. Donc, et tout le monde lui disait, faut pas partir, il y a du brouillard, faut pas partir. Oui. Il dit, si, j'y vais, moi. Parce que les Kennedy, ils croient qu'ils peuvent passer à travers le brouillard. Et je cite tous ces noms parce qu'évidemment, l'Amérique a souvent imaginé avoir un successeur Kennedy à la Maison-Blanche, qui n'arrivera sans doute jamais désormais. Sans doute jamais. On va marquer une pause et on va parler de ces écrits américains, littérature, politique, et puis la réédition des romans, Un Américain peu tranquille, L'étudiant étranger, qui avait failli avoir le prix Goncourt, 88. Non, c'est eu le prix Interallié. Prix Interallié le en prix 1904. Goncourt, c'était le petit garçon. C'était le petit garçon. Mais je ne l'ai pas eu. Ce qui n'est pas grave. Vous avez Daniel Pascal qui aimerait vous parler aussi. Oui. Eh bien, on va lui parler après la pause. Après la pause, avec grand plaisir, il va être content. J'imagine, Napo. Je peux vous appeler Napo? Appelez-moi Napo. Écoutez, c'est sympa. parfait. Il est 12h39. Europe 1, Pascal Praud. 01 80 20 39 21. Vous réagissez entre 11h et 13h au téléphone et sur la page Facebook aussi, Pascal Praud et vous. Oui. Ah bah oui. Oui, pardon, oui. Je vous en prie. Non, 3500 abonnés, c'est un carton. Vous êtes abonné à notre page, Philippe Labro? Encore. Pas encore? Ah bah allez-y, posez un like. Il a toutes les important. audaces. Il est un peu insolent. Oui. Il a toutes les audaces. Vous vous rendez compte? Même moi, je parle avec déférence avec Philippe Labro. Vous lui demandez s'il est à votre Facebook. Allez, les messages et je m'en vais. Bon. Antoine nous écrit quel bonheur d'entendre Philippe Labro sur Europe 1. On a Annick aussi sur notre page. L'assassinat de Kennedy ne sera jamais élucidé, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse. Et on termine avec Henri. Je vais acheter ce livre dès que possible. Ah ben ça c'est bien. Ah oui, sympa ça. Qui est avec nous? C'est Dimitri? Non, on est avec Daniel. Daniel, bonjour Daniel. Bonjour. Et vous souhaitiez peut-être poser une question à Philippe Labro? Non, pas vraiment, puisque si ce n'est que lui dire que j'apprécie beaucoup sa façon de raconter l'histoire et la précision des faits qu'il décrit. Au passage, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de rencontrer son frère architecte dans le cadre de réunion de travail pour Avoriaz. Jacques Non, Labro, pour oui. moi, le décès de Kennedy représente 2 choses, 2 grands souvenirs. Ce jour-là, le 22 novembre 1963, je me préparais à monter au 6e étage chez mes beaux-parents, mes futurs beaux-parents, pour présenter mon costume de mariage, puisque je me mariais 8 jours plus tard, le 30 novembre, avec leur fille. Et juste avant de partir de la maison, j'ai appris à Europe 1 l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. La deuxième raison pour laquelle, et donc je peux vous dire aussi que depuis 60 ans, cette date d'anniversaire représente pour moi cette double chose, le souvenir de ce moment important dans ma vie de jeune homme, d'autant plus aujourd'hui que mon épouse est décédée depuis 7 ans, mais également, surtout parce que l'élection de Kennedy, à l'époque,
avait représenté, et je crois qu'il y a eu depuis pour moi que l'élection de Barack Obama qui a représenté ce même genre d'événement, nous sortions d'une période, nous étions dans une période très guerrière au niveau international. Il succédait à deux présidents de mémoire, Eisenhower et Nixon, qui étaient, pour moi, militants de gauche, représentés comme des chefs d'État guerriers. Et il représentait avec sa fraîcheur, son look, sa présentation, quelque chose, un renouveau et un espoir de paix et un espoir d'une volonté d'un changement dans le monde. Et c'est vrai que ce que vous voulez dire, sans doute, Daniel, c'est qu'il y avait de l'innocence, la pureté à travers Kennedy, et que à Dallas, ce jour-là, peut-être cette innocence est-elle morte, et ça nous permet d'ouvrir le dernier chapitre de cette émission avec Philippe Labro, de parler de l'Amérique d'aujourd'hui. Oui. Parce que est-ce que ce jour-là, une forme d'innocence est morte à Dallas ? Il ne faut pas croire que l'Amérique était innocente à l'époque. Hein. Vous parlez de pureté. En tout cas, elle avait une image. Ben, oui, l'image. Mais enfin, il y avait quand même le père Kennedy, Joe Kennedy, qui a amené ses enfants au pouvoir. C'était horrible. Oui, il a fait sa fortune, prohibition sur l'alcool. Il était isolationniste. Hein, le président Roosevelt voulait à peine le recevoir. Donc, attention, il ne faut pas non plus embellir. Aujourd'hui, avec la légende, avec le mythe, on embellit Kennedy, on embellit les années Kennedy. Pour moi, et le dit très bien votre auditeur, il représentait un espoir et un changement générationnel, culturel, comportemental. L'Amérique a beaucoup changé à ce moment-là. Donc, c'est toujours important, les hommes qui, d'un seul coup, par leur simple accession au pouvoir, font tourner la page de l'histoire. Chez Gallimard, vous publiez donc Écrits américains, édition Quarto. Il n'y a pas de rêve américain, il n'y a que les mouvements de l'histoire qui vont de l'impérial au déclin, de la chute à la rédemption. L'Amérique, miroir de notre temps, écrivez-vous. Oui, c'est la conclusion de ma petite préface, qui est un texte inédit. Ben oui, je pense que c'est un miroir, oui, comme un autre, il y en a d'autres. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le centre de gravité dans le monde n'est plus forcément américain. Hein, c'est la Chine, c'est ce qu'on appelle le Sud global. Ça existe aussi, ça. Tout change, comme chacun sait. Néanmoins, je continue de considérer que l'Amérique, avec tous ses défauts, toutes ses contradictions, est indispensable à la bonne santé de l'Occident et toujours le laboratoire du monde moderne. Tous nos accessoires, là, tout ce qu'on fait ici ce soir, cet après-midi, là, maintenant, ça vient de là-bas. Ils ont tout inventé, ou presque. Mais est-ce qu'elle vous inquiète, cette Amérique ? Parce que il y a évidemment la réédition de tous les livres, mais il y a également des portraits politiques, et vous parlez de Trump, et pour vous écouter et vous suivre depuis de nombreuses années, c'est quelqu'un que vous ne portez pas dans votre cœur. Non. Avec ses joues joufflues, sa chevelure encore à peu près normale, son sourire suffisant, son allure fringante, sa haute taille, il côtoyait tout le monde dans les beaux quartiers de Manhattan. Ce jeune héritier milliardaire spécialisé dans l'immobilier, ce Trump qui sortait les filles au club, riait aux côtés des Clinton ou de Jeffrey Epstein, etc. etc. C'est dans le carnage américain un portrait de Trump que vous aviez publié. Trump qui sera peut-être le prochain président des États-Unis. Ben, j'espère que non, mais il y a une chance, effectivement. Alors, ce qui serait grave s'il était président, c'est que d'abord, il arrêterait très certainement l'aide à l'Ukraine. Mais dans la journée, hein. Il arrêterait sans doute l'article 5, le paragraphe 5 du traité de l'OTAN, qui consiste à dire que si un pays de l'OTAN est attaqué, l'OTAN doit les défendre. Donc il sortirait peut-être l'Amérique de l'OTAN. Et deuxièmement et surtout, ce que je lis dans les journaux américains et qui me trouble, c'est qu'il prépare en ce moment avec ses adjoints des décrets pour écarter toute administration de la justice, de l'économie, des finances, de la culture qui aurait pu, sous la présidence de Biden et d'autres présidences, jouer un rôle. Donc il prépare une dictature, si vous voulez tout savoir. Trump prépare une dictature. Et on peut avoir, je pense quand même que, Dieu merci, il y a une constitution, il y a des démocrates, il y a des éléments qui font que l'Amérique sait se défendre et peut se défendre, mais on n'est pas loin. Donc voilà, c'est un danger, mais qu'est-ce que vous voulez ? L'inattendu arrive toujours. L'inattendu, ce sera peut-être aussi que Biden sera réélu. Hein. Et 12h49, on va marquer une dernière pause. Philippe Labro est avec nous pour les dernières minutes de l'émission. À tout de suite. 11h, 13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1.
Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, Philippe Labro est notre invité. Il a sorti son livre écrit américain, œuvre choisie aux collections Quarto Gallimard. Achetez ça pour Noël. Philippe Labro, écrit américain, œuvre choisie. Et on va terminer par ce qui peut-être intéresse le plus au fond Philippe Labro, c'est la littérature. Peut-être. Je m'y risque. Non, vous avez raison. Peut-être. Il y a des pages sur Dos Passos, sur Hemingway. J'ai choisi celle de Chandler. Ce texte s'adresse exclusivement aux chandlerophiles. Il faut préciser. Alors ça, c'est vraiment... La première phrase est toujours importante chez Philippe Labro, parce qu'il faut prendre le lecteur. Ah ben, comme tous les écrivains, ça s'appelle l'incipit, c'est sûr. Prendre le paragraphe. Bon, ce texte s'adresse exclusivement aux chandlerophiles. Évidemment, on a envie de le lire. Mais bien sûr, Voilà, surtout tout de suite. l'incipit. Bon. Alors, l'incipit, c'est la première phrase d'un texte, cher ami. Excusez-moi. Il faut préciser aussitôt qu'un chandlerophile n'est jamais qu'un amoureux et un connaisseur de l'excellente littérature américaine moderne, ou plutôt du roman américain, car je n'aime pas ce terme littérature, et Chandler ne l'aurait pas aimé. C'est un mot qui respire la poussière, l'académisme, la convention, le figé, le vieux, le stérile. Un roman est vivant, la littérature est morte. En tous les cas, elle a cessé d'exister. Jack Kerouac et Jack London ne faisaient pas de la littérature, ils vivaient et ils écrivaient. Et bien vous voyez derrière ce petit paragraphe, il y a un monde. C'est-à-dire pour écrire ces 10 lignes, c'est un monde de culture, c'est un monde de connaissances. Mais vous écrivez seul, rythme. monsieur Labro? Ça m'arrive. Alors là, je peux vous dire qu'en littérature, il ne fait confiance à personne. Oh Et il là a là. qu'à lui-même. Il faut au moins 10 personnes Et il a pour écrire raison. ça, oui. Bon, Chandler et toute la littérature américaine. Les jeunes qui nous écoutent, ils doivent commencer par quoi, par qui? Peut-être par Hemingway, plutôt que par Chandler. Oui, qui est plus Et facile. pas forcément par ses romans, mais par ses nouvelles, qui sont d'ailleurs en quarto. Il existe un quarto des nouvelles d'Hemingway. Parce que, Pascal, en 3 ou 4 pages, il arrive à nous montrer un drame dans un couple, une situation dans un moment de guerre, des copains, une fête. C'est extraordinaire. Il a un sens des mots. Pour moi, c'est un poète. Sa prose est de la poésie. Vous savez, le premier paragraphe de L'Adieu aux armes, qui est un de ses meilleurs romans, était considéré par John Didion, qui est connu, et par tous les autres écrivains américains comme le modèle de ce qu'on doit faire. Eh bien, ça coule comme une rivière. C'est de la poésie. Il choisissait ses mots. Cet homme écrivait 300 à 400 mots par jour, pas plus. Et vous savez ce qu'il faisait, Pascal? C'est très intéressant. Il s'arrêtait quand ça allait bien. Parce que comme ça, au moins le lendemain, quand il reprendrait sa plume, eh ben, il saurait quoi faire. C'était une leçon, j'ai appris ça. Tu t'arrêtes quand ça va bien. C'est un plaisir d'avoir traversé cette heure avec vous, Philippe Labro. Et c'est vrai que on peut. Alors Chandler, c'est un peu plus compliqué peut-être. Non, moins accessible, Non, un peu je plus sais abstrait. Non, mais je me souviens que je vous avais parlé un jour, que vous avez essayé de le lire, vous m'avez dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, il faut aimer. Ça vous intéresse pas? Ça m'avait. Hemingway est un journaliste, il nous parle, c'est concret, c'est visuel, il y a beaucoup de dialogue dans Hemingway, L'Adieu aux armes, etc. C'est vrai que Chandler m'avait moins touché qu'Hemingway. Relisez Le Grand Sommeil de Big Sleep. Le Grand Sommeil qui est son chef-d'œuvre. Faites cet effort quand même. Bon, le Big Sleep, évidemment, c'est pas c'est en anglais. Ah oui, bien sûr. Vous l'aurez bien évidemment compris. Céline Géraud Mon est cher là Pascal, à 12h56. bonjour à Bonjour tous. Céline. Eh bien évidemment, on va revenir sur ce deal, cet accord avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On parlera également de cette fête de village, marche blanche avec Frédéric Ploquin. Pourquoi les jeunes sont-ils plus enclins à la violence? Enfin, le 60e anniversaire de la mort de Kennedy avec Virginie Giraud qui s'est changée, qui a basculé, qui a mis un tailleur Chanel et elle est en Jackie Kennedy. Jackie Kennedy qui avait gardé son tailleur Chanel avec le sang. Ouais. Exactement. Et ce tailleur est conservé dans un musée jusqu'en 2130. Vous ne serez plus là, Pascal. Oui. 2130, effectivement. Ça fait un peu long. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de traverser ce moment dans une station dans laquelle vous avez commencé, Philippe Labro, et on a pu écouter il y a 60 ans ce que vous écriviez. Journaliste un jour, journaliste toujours, journaliste et littérature qui se confondent dans votre vie. Oui, c'est la même chose. Le bon journalisme, c'est de la bonne littérature et vice-versa. Kessel, Gary, Hemingway, Roger Vaillant, Simenon. Vous voulez qu'on continue?
Labro. Merci Philippe. Il est 12h57. Céline Géraud dans une seconde. Je remercie évidemment Fabrice Lafitte. Je remercie Napoléon. Je Napoléon remercie de Géraldine. Merci Pascal. Napoléon, bien évidemment. Et nous retrouverons demain à 11h. D'ici là, passez une excellente journée. C'était Pascal Pro et vous sur Europe 1.